Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 5e étape de la Vuelta. Je pense pas que ça va être très long ce débrief, parce que c'est vraiment une étape qui a été encore dur à regarder, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Je remercie également les gens qui font l'effort de cliquer rapidement sur les miniatures ou sur les notifications quand ils sont abonnés et qu'ils ont rajouté la petite cloche. Ça permet de mettre en avant les vidéos plus facilement sur YouTube, et je remercie les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne sur cette Vuelta. Comment vous dire, cette 5e étape, alors je vais pas faire de grands résumés parce que il s'est rien passé. On a eu une chute, une échappée de 2 coureurs et une chute avec 2 coureurs, voilà. Faire le résumé un petit peu de la journée rapidement. Et on a des purges en ce début de Vuelta. C'est vrai que si vous êtes en vacances en ce mois d'août, vous ratez pas grand chose, hein, pour le moment. Si vous reprenez que lundi prochain, pour l'instant il s'est rien passé sur cette Vuelta sauf hier. Ouais, vous avez raté qu'une seule étape, c'est l'étape 4. C'est rare quand même sur un grand tour. Ça, il faut remonter à quelques années en arrière, à l'époque où les grands tours commençaient par des semaines de sprint, notamment le Tour de France, pour avoir, et en plus à l'époque il y avait quand même un peu plus de spectacle au niveau des échappées, pour se taper une purge pareille. On a quand même là, en 5 jours, 3 purges. J'ai rarement eu ça, hein, sur un grand tour ces dernières années, depuis que je débriefe sur YouTube. Bah, ça me dit rien d'avoir vraiment autant de purgeas. Je crois que même le Giro l'année dernière, qui est pourtant pas un Giro si exceptionnel que ça, je crois qu'on avait quand même plus de spectacles. Là, c'était encore une bonne sieste, quoi. Moi, j'ai regardé les 37 derniers kilomètres. Je me suis pas mis avant, parce que je savais, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait en début d'après-midi. Bon, j'ai vu qu'il se passait rien. C'est bon, j'ai fait autre chose. J'ai pris un peu le soleil. Non, parce que là, c'était vraiment encore chiant. Donc, pas de résumé. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de propos avant de passer au cours à retard. On va parler de la réalisation de ce sprint. Dis donc, c'était Anthony Forestier qui a eu ses plans de caméra là à la con. Quelle bonne idée, ce plan de caméra d'hélicoptère en latéral. Alors, ça peut être beau, hein, ce travelling comme ça. Ça peut être beau s'il n'y a pas d'arbres. Parce que s'il y a des arbres, le problème, c'est qu'on voit pas grand-chose, hein. Donc il y a ce plan de caméra déjà latéral, on voit pas grand-chose parce qu'il y a plein d'arbres sur le bord de la route. Donc déjà une belle idée à la con. Ce qui fait qu'on a très peu en fait la caméra d'hélico du dessus, et pourtant, vu la largeur de la route, en fait la caméra hélico du dessus, on voyait tout totalement correctement, et on aurait pu l'utiliser pour le direct. Et puis moi j'ai adoré donc l'idée de ce réalisateur, enfin l'idée du caméraman aussi, de la ligne d'arrivée. Il a dézoomé au moment où ça passait la ligne. C'est normalement on zoome plutôt, c'est-à-dire qu'on commence plan large et ensuite on resserre sur les coureurs. Et là lui il s'est dit non, on est serré et ensuite on élargit. On avait l'impression d'être à 3 bornes. En plus j'ai l'impression que la caméra n'était pas totalement dans l'axe. Il y avait un petit décalage, mais surtout putain le dézoom. Mais quelle idée à la con quoi. Normalement c'est plan large et on resserre vers là où se joue la victoire, si la victoire se joue sur un coin. Mais là on part pas comme ça quoi. Putain, c'était téléamateur. Dis donc, alors déjà que le Tour d'Espagne, moi je vous dis toujours, moi c'est les caméras moto. Vraiment l'état des routes en Espagne est si catastrophique que ça, parce que j'ai pas l'impression de loin, mais putain les mecs aux caméras moto, c'est Gerbasland quoi. C'est vraiment le seul grand tour où les caméras moto, parfois c'est atroce. C'est-à-dire la caméra fait comme ça. Flop, 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 flop. Il n'y a que la Vuelta. Il n'y a que les courses espagnoles où il y a ces caméras-là vraiment horribles. Parce que sur le Giro, ils se sont un peu calmés. Ils avaient la tendance à être beaucoup trop proches du peloton. Bon, des fois c'est encore le cas, mais ils sont un peu calmés. Mais la Vuelta, c'est toujours horrible, les caméras moto. Sur la plupart des courses espagnoles. Il n'y a pas que la Vuelta, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'état des routes, les motos utilisées.
Pourtant, ils n'utilisent pas des motos espagnoles. Hein. Je pense que normalement, c'est souvent des Yamaha, je crois, qui sont utilisés. Mais là, c'est atroce parfois à regarder. Hein. Donc entre ça, le plan latéral sur le côté, la caméra hélico du dessus qui est quasiment pas utilisée pendant le direct, le dézoom à l'arrivée, plus une étape chiante. Voilà, une bonne journée de merde. Allez, on regarde tout de suite la note de l'étape, j'ai mis 2 sur 20. J'ai mis comme, voilà, j'ai mis 2 sur 20 parce que ça roulait pas extrêmement vite. On est quand même arrivé à 18h, hein, donc comme l'étape 2. Voilà. On est arrivé à 18h, 40 de moyenne. Sur une étape où il n'y avait que 1600 mètres de dénivelé, enfin 1700 si on arrondit au supérieur, si on arrondit correctement. Même le sprint au final, comme on est sur une Vuelta et que bon, il n'y a pas tout le monde qui peut se mêler à la lutte, bah ouais, il y a la surprise Bittner, mais bon, c'est pas. Enfin, Bittner, il était là les jours précédents, hein, je l'avais mis en grosse cote quand même aujourd'hui, Bittner. Même pas en grosse cote, j'avais mis. Si j'avais mis en grosse cote, je ne sais plus. Je sais même plus qui j'avais. Non, j'avais mis Aberasturi aujourd'hui. Et j'avais pas mis Bittner. Non, j'avais mis Marit en grosse cote à Aberasturi. En ce moment, j'ai le compas dans l'œil. Vous allez voir demain. Pour l'étape de demain, j'ai encore tenté un coup. Je pense pas que ça fonctionne. Mais ouais, même ça m'a même pas émerveillé. En fait, je me suis tellement ennuyé. Et pourtant, encore une fois, j'ai regardé 38 km de course. Donc vraiment, à peine 1 heure. Et bah malgré ça, je me suis quand même fait chier, Lyon. C'était atroce. Enfin, vraiment, ouais, c'était compliqué à regarder. Allez, on passe tout de suite au coureur au top. Ah, attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Pavel Bittner. Ouais, c'est une première victoire en grand tour pour lui. C'est fou quand même, DSM, malgré une équipe qui marque quand même pas beaucoup de points dans l'année, ils ont gagné quand même pas mal d'étapes de grand tour ces derniers temps, pour une équipe qui pourtant n'a pas un collectif si énorme que ça. Il y avait eu le chrono par équipe, il y a eu aussi Dainese par exemple qui avait gagné des étapes. Romain Bardet cette année, c'est surprenant pour une équipe comme ça qui n'a pas un collectif si impressionnant que ça. Depuis en plus de nombreuses années maintenant, hein, ça fait au moins 5-6 ans que le collectif de cette formation, que ce soit Sunweb ou DSM, n'est pas dingue. Et bien pourtant, ils arrivent toujours à s'en sortir. 2020, il y avait eu Krag Anderson, Mark Hirschi. Ils arrivent toujours à trouver soit des très bons coureurs jeunes qui sont prometteurs et qui arrivent à faire des choses, soit ils arrivent toujours à s'en sortir. Bittner, c'est on va dire dans la tradition de la DSM, après Pavel Bittner, c'est-à-dire un coureur moins de 25 ans qui arrive très jeune chez les professionnels, repéré dans l'équipe de développement à 21 ans. Hein. L'équipe de développement DSM, c'est peut-être la plus efficace aujourd'hui, et qui poursuit dans l'équipe 1 et qui arrive à enchaîner les résultats. Je rappelle, il a 21 ans, il aura 22 ans à la fin de la saison. Donc assez surprenant quand même ce qu'il nous fait depuis le début de la course. 6e à Ourem, 5e à Castelo Branco, et puis la grosse victoire sur un sprint où il a su se faufiler. Il est à côté de Coquard. Coquard fait 4 aujourd'hui. Hein. Il est à côté de Coquard quand il lance son sprint, il est dans la route Van Aert. Donc derrière Cadengrove, sauf que Cadengrove, le train a merdé complet. Donc il lance derrière Van Aert, il arrive à remonter Van Aert, et ensuite il arrive à profiter du fait que Van Aert a fait un lancer de vélo qui était pas terrible du tout, on reviendra dessus, mais il lance parfaitement son vélo. Or il aurait pu un petit peu paniquer, il aurait pu lever les bras trop tôt, comme a fait Lennart Van Eetvelt. Lui n'a pas fait cette erreur-là, et pourtant encore une fois, hein, Van Eetvelt a peut-être même plus d'expérience que lui sur le haut niveau, et puis il a réussi à aller chercher sa victoire, mais c'est quand même surprenant. Il s'est révélé vraiment sur Burgos, parce que quand on regarde bien, il fait 2e du Tour de République tchèque, ça c'était en juillet. Ensuite, il fait 2 victoires à Burgos, sur la première étape et sur la dernière étape. Et donc là, cette victoire à Séville. C'est-à-dire quand il a 3 victoires chez les professionnels acquises en 20 jours. Ça me rappelle Paul Lapera cette année, qui avait fait aussi un petit peu la même chose, d'enchaîner les victoires en très peu de temps. Ses premières victoires chez les pros, là c'est pareil pour Pavel Bittner. Ça fera partie des révélations, hein, je peux déjà vous le dire, sur le top 10 de fin d'année, je pense qu'il y aura Bittner, je pense aussi qu'il y aura Paul Lapera en passant, parce que
ce sont deux coureurs qui ont vraiment montré des très bonnes choses. Et là, en très peu de temps. Si en plus, il remporte le titre de champion d'Europe au mois de septembre, putain, on dira waouh, sacré Pavel. Mais ouais, assez exceptionnel quand même, hein, ce Tchèque. Et encore une fois, je disais, c'est intéressant parce que il y a eu la retraite l'année dernière, peut-être du meilleur coureur tchèque sur route ces dernières années, donc Zdeněk Štibar, que Kreuziger avait pris sa retraite. Alors même s'il y a Jan Hirt et Petr Vakoč également qui a eu quelques résultats, Cerny surtout même plutôt que Petr Vakoč. C'est vrai que du côté des Tchèques, on avait perdu un petit peu de talent. Alors ça n'a jamais été forcément une nation majeure au niveau du cyclisme en World Tour, mais c'est quand même un pays qui arrivait à avoir 4-5 mecs qui étaient d'un bon niveau. Et là, c'est vrai qu'on avait les résultats du côté de la République tchèque, c'était Jan Hirt. Il y avait moins cette densité du côté du haut niveau qu'on a aujourd'hui, parce que en République tchèque, il y a toujours eu des bonnes équipes de continentales. Je pense notamment à l'équipe PSK Whirlpool. Mais là, derrière, on arrive quand même à obtenir des résultats. Et ça fait plaisir pour la République tchèque. Parce qu'on a toujours un petit peu peur quand le cyclisme, quand un sport s'internationalise, je vais réussir à le faire en français, qu'il y a certaines nations peut-être émergentes qui n'arrivent pas à percer au bout d'un certain temps et que ça fasse plouf un petit peu en termes de résultats. Et du côté de la République tchèque, s'ils arrivent encore à entretenir ce nombre de talents, peut-être qu'il y en aura des nouveaux en République tchèque, peut-être qu'ils vont se révéler sur le Tour de l'avenir qui a lieu en moment, et bien ça va peut-être créer encore de la densité et puis intéresser les enfants à se lancer dans le cyclisme. Et puis le Tour de la République tchèque qui grandit aussi un petit peu, ça c'est important aussi pour avoir des bons coureurs. Deuxième top, j'ai hésité à le mettre top parce qu'il y a quand même le lancer de vélo, je crois, le plus catastrophique de l'histoire pour Van Aert. Mais bon, j'ai quand même décidé de le mettre top parce qu'aujourd'hui, c'est la bonne opération au niveau du maillot vert. Il y a un vrai duel au niveau du maillot vert. Le duel, il va peut-être rester jusqu'à la fin de la course, à part si un des deux a un problème physique ou tombe. Mais c'est vrai que la bataille Van Aert-Cadengroves, ça va être une grosse bagarre jusqu'au bout pour ce maillot vert. Et c'est vrai que Wout aujourd'hui, il fait la bonne opération. Alors ça aurait été encore mieux avec l'étape du jour s'il l'avait remporté. Mais on va pas se mentir. Aujourd'hui, il récupère un peu d'avance par rapport à Cadengroves du côté du maillot vert, grâce à cette deuxième place à l'arrivée, parce que sinon il était battu par Cadengroves au sprint intermédiaire, et ce qui fait qu'il prend désormais 13 points d'avance. Alors c'est pas si énorme que ça, mais c'est quand même un petit pécule qui, s'il arrive à le faire fructifier dans les jours à venir sur des étapes où Cadengroves sera peut-être un petit peu plus en difficulté, et en deuxième ou troisième semaine, peut assurer un maillot vert sans non plus mettre trop d'énergie, parce que c'est avec Van Aert, il est également équipier de Sepp Kuss, également équipier de Can à Uttebroek, même si je pense que c'est plus Sepp Kuss qui est le leader du côté de cette Vuelta, mais du côté de Van Aert, c'est vrai que le lancer de vélo est catastrophique. Je ne sais pas ce qu'il a fait Van Aert, mais j'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup... En fait, il ne s'est pas trop concentré sur ce sprint. J'ai l'impression qu'il a regardé beaucoup Bittner. Sur la fin de son sprint et qu'il a oublié de se concentrer sur ce qu'il faisait. Et j'ai l'impression qu'il lance son vélo trop tôt. Parce qu'il lance son vélo quasiment 2 fois. Il fait un premier lancer de vélo et un deuxième de nouveau sur la ligne. Et je pense que c'est là où il perd cette étape. C'est que Bittner, lui, il n'en fait qu'un. Et j'ai l'impression vraiment que Van Aert, il a fait 2 lancers sur la ligne, comme si c'était trop tôt. Son premier lancer, je pense qu'il l'a fait trop tôt. Vous savez, comme ces nageurs qui décident de taper la plaque à l'arrivée de la course, mais qui font pas de mouvement suffisant en brasse ou dans d'autres sports, et ce qui fait qu'ils se laissent couler, qu'ils se font battre, pas sur la ligne, mais au moment de frapper la plaque, parce qu'ils n'ont pas fait le nombre de mouvements suffisants, où ça arrive également en dos, par exemple, vu que tu vois pas la plaque, de pas compter correctement ton nombre de mouvements et d'arriver trop loin ou trop proche de la plaque et de pas taper correctement la plaque.
Bah là, j'ai l'impression que Van Aert, c'est ça, c'est qu'il s'est pas bien ajusté au niveau de la ligne d'arrivée. Et j'ai l'impression que soit il était trop proche, mais moi j'ai l'impression qu'il était trop loin quand il fait son lancer de vélo. Il y a eu un problème au niveau du lancer de vélo du côté de Wout van Aert. Après, malgré tout, c'est un bon résultat pour lui. Et puis pour un coureur qui n'était pas forcément en réussite cette saison, bah là, un maillot vert sur la Volta, ça le consolerait quand même bien d'une saison qui a quand même été difficile, hein, parce que l'année de Van Aert n'a pas été simple, avec la chute notamment en début enfin au mois de mars, qui lui coûte toute la fin de la saison des classiques, hein, sa chute à travers la Flandre, une reprise qui n'a pas été simple au Tour de Norvège, un Tour de France où il tourne autour de la victoire à partir de la deuxième semaine, mais où il n'arrive pas à obtenir la gagne, en même temps avec un rôle d'équipier pour Vingegaard, mais peut-être moins important que d'habitude. Bon, une troisième place aux Jeux Olympiques, mais je pense qu'il est passé un peu plus inaperçu que le titre de Remco Evenepoel. Donc là, ça doit lui faire du bien. Voilà, ce début de Tour d'Espagne qui est plutôt intéressant pour lui, et ça doit le mettre en confiance pour cette dernière partie de saison où il arrivera peut-être à collectionner les victoires. Puis je termine avec la surprise du jour. On en a une à peu près tous les jours de surprise. Alors il y a eu Pavel Bittner quand même un petit peu. Surprise sprint sur la Volta, on se souvient l'année dernière de Geoffrey Soupe en passant, hein. Pavel Bittner, voilà, qui surprend les vrais leaders du sprint. C'était déjà arrivé l'année dernière. Geoffrey Soupe, c'était quand même la grosse surprise. Bah là aujourd'hui, la grosse surprise du jour, c'est Stephen Kung. Je vous avais dit, je ne comprends pas la stratégie de la Groupama. Pour moi, en sachant que les commentateurs anglais pensaient que c'était Quentin Paché. Parce que là, j'ai regardé, pour tout vous dire vraiment que ça me faisait chier, c'est que j'ai même pas regardé en français, j'ai regardé en langue anglaise pour voir si c'était un petit peu différent. Et ouais, ils pensaient que c'était Quentin Paché. C'est un grand gabarit pour Quentin Paché quand même. Hein. Ouais, c'est un grand gabarit pour Quentin Paché du côté de Stephen Kung. Comme quoi, on se plante aussi à l'étranger sur le nom des coureurs. Il n'y a pas qu'en France. Il n'y a pas que Patrick Chassé qui fait des erreurs. Mais moi, je pensais, oui, je pensais pas à Quentin Paché. Parce que déjà, Quentin Paché, je crois qu'il aime pas frotter. Donc, dans un sprint, ça m'aurait surpris de le voir dans un sprint Quentin Paché. Puis, comme les jours précédents, il protégeait plutôt Stephen Kung, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être Stephen Kung. Mais de là à faire 5e, bah, chapeau, hein, Stephen, hein. Chapeau. Non, parce que là, ça a été un très bon résultat. Il y a quand même, il doit y avoir 10 cm d'écart entre. Ouais, il y a plus de 10 cm d'écart. Paché, déjà, c'est pas un petit gabarit, il fait quand même 1m79. Kung, c'est un 93. Hein, donc, ouais, ça me semblait plutôt le gabarit de Kung que le gabarit de Quentin Paché. Moi, je pensais plutôt à Kevin Genietz, pour tout vous dire. Parce qu'en plus, maintenant, il est plus. Et si, il est de nouveau champion du Luxembourg en plus, donc ça pouvait pas être. Oui, j'avais oublié qu'il était champion du Luxembourg. Donc oui, mais en termes de gabarit, ça faisait plus penser à Genietz qu'à Quentin Paché. Mais pour moi, c'était plutôt Kung, parce que comme il l'avait protégé les derniers jours, mon choix numéro 1 se portait plutôt sur Stephen Kung. Mais de là à faire 5e, en plus, il fait un beau sprint, hein. Un sprint de Stephen Kung, il bat quand même Corbin Strong. Narvaez, qui n'est pas un manche sur les sprints. Bah non, très bien Stephen Kung. Et c'est intéressant pour la Groupama parce que ça fait des points UCI. 60 points aujourd'hui à récolter par Stephen Kung, qui en est à 1402 depuis le début de saison. Voilà, parce qu'il a quand même fait 5e de Paris-Roubaix, notamment 3e d'à travers la Flandre, donc ça fait des petits points. Et puis qu'il a remporté les championnats de Suisse notamment, et 2e place aux Jeux Olympiques. 7e place pardon, aux Jeux Olympiques, donc ça fait quelques points UCI, donc on crache pas sur ces points-là, du côté de Stephen Kung. Donc il est en forme, hein, le Suisse. Hein, j'ai l'impression que là, il est en bonne condition physique. Est-ce que c'est plus les championnats d'Europe et les championnats du monde qui vont lui correspondre? Parce que c'est vrai que Stephen Kung, ça reste le mec qui est tout le temps là, mais jamais champion
sur les chronos, donc ça serait bien de... Enfin, à part le championnat de Suisse, ça serait bien d'obtenir le titre. Et, très bon sprint. Les jambes sont bonnes pour Stefan Küng. Puis bon, ils vont peut-être mettre un peu plus de mecs pour le protéger sur les prochaines étapes. Parce que là, il était un peu plus seul qu'il y a 2 jours. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, je commence avec Arnhem-Marit, le cours d'Intermarché. Pour l'instant, ça ne marche pas, Arnhem-Marit. C'est dommage parce que là, le Belge avait quand même l'opportunité. Vous avez ni Hugo Page, vous n'avez pas non plus Guillermeil au départ, vous n'avez pas Gerben Tyson aussi au départ. Il y avait quand même l'opportunité de se montrer, ce qui n'est pas si facile que ça chez Intermarché, parce que vous avez quand même un nombre de coureurs avec une bonne pointe de vitesse. Et là, ça ne marche pas du tout. Et on ne fait pas sprinter Lorenzo Rota. On aurait pu faire sprinter Lorenzo Rota, donc on te fait confiance. On n'a pas mis non plus Van Poppel, qui a une grosse pointe de vitesse. Enfin, voilà, on a décidé de vraiment faire confiance à Arnhem-Marit. Pour le moment, ça ne marche pas, Arnhem-Marit. Depuis le début de la course, les résultats sont quand même extrêmement moyens, voire mauvais vu la densité au départ des sprinters. On aurait pu s'attendre à mieux de la part du coureur de 25 ans, qui en plus a déjà un grand tour dans les pattes dans sa carrière, qui était le Giro. Mais là, c'est vrai que 16e à Ourem, 4e à Castelo Branco, 8e seulement à Séville, c'est quand même pas exceptionnel. En fait, chez Intermarché, on n'a pas le timing, ce qui est assez souvent le cas. Là, il y a un vrai problème, je trouve, de timing du côté de cette formation. Et il a du mal à trouver l'ouverture, vraiment, Arnhem-Marit. Alors, c'est vrai que c'est un cours qui n'est pas vraiment en confiance, hein, parce qu'à part une deuxième place sur le Tour de Catalogne et une deuxième place sur le Tour de la Communauté de Valence, son bilan est quand même assez maigre cette année. Et en 2023, il y avait eu un peu plus de résultats, même si sur les grandes courses internationales, c'était quand même pas exceptionnel de ce côté-là non plus. C'est aussi un coureur qui est en fin de contrat. Alors on sait qu'Intermarché a tendance à renouveler assez tardivement ses coureurs. Savoir qu'Intermarché donc marche avec plusieurs sponsors. Il y a certes Intermarché, Bonti, mais vous avez d'autres co-sponsors du côté de Intermarché. C'est parfois compliqué les renouvellements de contrats parce qu'il faut déjà connaître le budget d'une année sur l'autre. Et parfois, c'est une structure qui a du mal à savoir quel budget elle aura l'année d'après. Et c'est peut-être ce qui pose problème en ce moment du côté d'Arnhem-Marit, puisque je crois qu'Intermarché n'a pas annoncé de recrues. Je crois qu'en termes de transfert, pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé pour l'année prochaine. Je crois. Si, à part Camille Bonnieux, mais qui n'est pas un gros salaire, et Hubs Arts, et c'est une équipe qui a quand même 12 coureurs qui sont en fin de contrat. Van der Horn, Madis Mikkel, Arnhem-Marit, Calmejean, Diane Smith également. Donc oui, on aurait pu prendre aussi Diane Smith au départ. Donc là qu'on a choisi Arnhem-Marit, le fait qu'il n'arrive pas à trouver des solutions, c'est un petit peu dommageable, voilà, de la part du coureur belge, parce qu'on lui fait confiance. C'est aussi une possibilité, quand tu dois te montrer que tu es en fin de contrat, de faire un grand résultat. Il n'y a pas une grosse opposition au départ, mais il n'arrive pas à se placer pour le moment. Voilà, il n'arrive pas à trouver la solution. Au moins Coquard aujourd'hui a réussi à se placer, même si le sprint de Coquard est encore loin d'être exceptionnel, il a réussi à se placer. Deuxième bonnet d'âne, Rui Costa. Abandon aujourd'hui de Rui Costa. Autant hier c'était la Ineos. J'avais raté Lorenz de plus vraiment en chute hier. Pour moi il n'était pas tombé et au final il était tombé Lorenz de plus. Mais là aujourd'hui chute de 2 coureurs de F au Wendou, le Rui Costa en fin de journée. Je pense déconcentration du côté des 2 coureurs. C'est-à-dire que vous êtes... voilà, il ne s'est rien passé de la journée. EF n'a pas forcément de rôle sur les sprints parce que Rui Costa ne tente pas sa chance, donc c'est-à-dire que du côté de F, les étapes de plat, voilà, tu fais pas grand chose à part faire des kilomètres et boire et manger, on va dire, et pas se mettre dans le rouge.
et essayer de récupérer. Je pense que Rui Costa, tout simplement, malgré l'expérience qu'il a, il y a un moment sur ce type d'étape, légère déconcentration et puis boum, badaboum. Enfin, c'est plutôt déjà Owendoul en fait qui tombe et qui entraîne Rui Costa dans sa chute, parce que c'est ça qui est en plus terrible du côté de Rui Costa, c'est qu'il ne peut pas faire grand chose à ce niveau-là, et c'est un petit peu triste aussi parce que c'est un coureur qui est en fin de contrat. Je ne sais pas si déjà si EF va le prolonger, je ne sais pas s'il va continuer parce qu'il a quand même 37, bientôt 38 ans, Rui Costa, et donc je ne sais pas s'il va poursuivre, persévérer du côté du coureur portugais. Je ne sais pas si vous avez vu, tiens, en parlant de coureur qui ont 37 ans, Edvald Boasson-Hagen va prendre sa retraite, le coureur norvégien. 83 ou 84 victoires quand même, Edvald Boasson-Hagen dans sa carrière, qui avait commencé en 2007. Là voilà, lui aussi il a commencé en 2007, Rui Costa. Ça fait partie des coureurs, on sait qu'au-delà de 35-36 ans, il avait déjà réussi à trouver un contrat d'1 an chez Intermarché, et il avait été très bon chez Intermarché l'année dernière, donc il a été renouvelé. Enfin, il avait réussi à trouver un contrat chez EF, sauf que c'est vrai que cette année, les résultats n'ont pas été fantastiques pour Rui Costa, à part une 5e place sur la 2e étape du Tour de Suisse et la 6e place du Trofeo Calvia, et puis le titre de champion du Portugal sur route, ça se voit à peine, même avec le maillot EF, 3e du championnat du contre-la-montre. Mais c'est vrai que cette année, les résultats ont été décevants, et bon, j'espère pas qu'il arrête sa carrière sur une chute. C'est la peur que j'avais eue avec Valverde il y a quelques années, qu'il termine sa carrière sur une chute sur la Volta. J'espère que Rui Costa sera en capacité de repartir sur cette fin de saison, parce que c'est toujours dommageable de terminer sa carrière sur une grosse chute et de ne pas pouvoir célébrer sa fin de carrière, alors que Rui Costa, c'est quand même un champion du monde, triple vainqueur du Tour de Suisse. Il a remporté pas mal de victoires sur des courses par étapes. 33 victoires quand même dans sa carrière, Rui Costa. Donc il ne faut pas le négliger, l'importance qu'a eu le coureur portugais. Et au niveau de sa carrière, au niveau international. On passe un deuxième flop. Première équipe flop, il y en aura 2. La Lotto. Ouais, j'ai du mal à comprendre la stratégie de la Lotto sur les sprints. Parce que pour moi, ils font les sprints pour Ariane Levins, mais c'est pas hyper clair parce que le premier jour, c'était Van Eetvelt qui avait fait le sprint. En sachant que Van Eetvelt pourrait aussi jouer le maillot vert en passant. Ça pourrait être un objectif de la part du coureur belge, parce que, encore une fois, étant donné la faible densité du plateau de sprinter, même si c'est pas un pur sprinter, il est capable d'aller récupérer des points sur le plat et en montagne, Lennart Van Eetvelt. Mais j'ai du mal à comprendre la stratégie, parce que là, Campenard c'était en tête de peloton, à 4 km et demi, 5 km de l'arrivée. Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fallu utiliser Campenard un petit peu plus tard, plutôt dans la dernière longue ligne droite, pour replacer son sprinter? Là, ça aurait pu être intéressant, et que de toute manière, même en faisant ça, Levins, il termine 17ème. Je suis pas vraiment convaincu qu'il ait la capacité de faire des top 5 sur des grands sprints, Ariane Levins. Sur des sprints de ce calibre-là. Lui aussi, coureur en fin de contrat. C'est un coureur qui peut être performant sur des 1-2, sur des courses 2-1, 2-2. Et sur une course comme le Tour d'Espagne, la marche me paraît un petit peu haute pour le coureur belge. C'est vrai que là, en termes de résultats, pour le moment, sur ce Tour d'Espagne, une 7ème place seulement, c'est pas exceptionnel non plus de la part de Ariane Levins, mais un peu du mal à comprendre la stratégie. Pourquoi on n'utilise pas Van Eetvelt, pourquoi on ne tente pas le coup avec Van Eetvelt, ou sinon pourquoi on utilise Campenard dans un rôle où il pourrait faire autre chose, tenter de sa chance sur d'autres étapes. Ouais, difficile à comprendre. Et puis Alpecin, pourquoi je mets Alpecin et pas Caden Groves? Caden Groves finit 3ème. Mais alors, Alpecin, ils se sont foirés dans leur train, dans le final du train. Alors je pense aussi, parce que le problème d'Alpecin, c'est qu'il roule pendant toute la journée, et qu'à un moment, il manque un petit peu des hommes dans le final, et surtout, ça fait 3 jours qu'ils font ça. Ça fait 3 jours qu'ils roulent. Au bout d'un moment, il y a un peu de fatigue accumulée. Ça fait depuis 3 jours qu'ils contrôlent les échappées. Alors certes,
sur 2 étapes sur les 3, ça roule vraiment sur un tempo de sénateur. Donc c'est pas très compliqué d'aller reprendre les échappées, mais quand même, il faut faire cet effort-là. Et dans le final, dans la dernière heure de course, où ils mettent encore beaucoup d'énergie, où on met beaucoup d'énergie pour que Caden Groves remporte le sprint intermédiaire, et bien à la fin, il a manqué un petit peu de monde, et surtout, ça s'est pas du tout goupillé parfaitement, notamment entre le poisson pilote et Caden Groves, parce que en fait, il s'est fait ralentir par son poisson pilote, Caden Groves. Voilà, Plancart l'a complètement ralenti, donc ça n'a pas du tout fait un sprint efficace pour Caden Groves, ça n'a pas du tout marché, parce que voilà, quand vous avez un poisson pilote qui vous ralentit, ensuite derrière c'est impossible de relancer. Donc dommage, parce que ça fait perdre des points au niveau du maillot vert du côté de cette formation, et c'est pas de la faute des jambes de Caden Groves qui sont excellentes, c'est plutôt la faute de son équipe et du mauvais timing au niveau du poisson pilote. Donc dommageable de ce côté-là. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Pour finir cette vidéo, on regarde tout de suite les différents classements. Le classement de l'étape, donc remporté par Pavel Bittner devant Wout van Aert, Caden Groves, Brian Cocard 4e devant Stefan Kung, Strong, Narvaez 6 et 7, Arne Marit, Garofoli 8-9, Antonio Jesus Soto 10e, Rui Costa donc a abandonné, et Owen Doul était dans les dernières. Landa est bien marqué à 0 secondes car il a crevé dans le final. Vous voyez, voilà, des coureurs qui aujourd'hui ont des rôles d'équipier dans les dernières places de ce classement, mais qu'on verra peut-être à l'attaque dans les prochains jours. Pas de changement du côté du top 10, toujours Roglic devant Almeida pour 8 secondes, Henrik Massa 32-38 pour Tiberi. Il n'y a même pas de changement, pour tout vous dire, dans le top 30 de ce classement. Il faut attendre la 58e place avec Gogenhardt qui a gagné 2 positions. Pour le moment, la lanterne rouge, c'est Alessandro De Marchi qui est 174e à 31 minutes 27, mais vous voyez, bien rattrapé par Owen Doul désormais. Du côté du classement du maillot vert, Wout van Aert reprend un petit peu d'avance par rapport à Caden Groves. Désormais 13 points d'écart entre les deux. Bittner est 3e, Strong 4e, Aberasturi 5e. On rappelle les deux résultats. Groves avait pourtant battu Van Aert dans le sprint intermédiaire avant d'être battu lors du sprint à l'arrivée. Donc les 3 points qu'il avait repris à ce moment-là font au final moins 7, vu qu'il en a perdu 10 sur le sprint d'après. Et puis le classement de la montagne, pas de changement vu qu'il n'y avait aucun point de distribué aujourd'hui. Moniqué devant Zana et Roglic. Le classement du maillot blanc, il n'y a pas de changement non plus dans le top 10 de ce classement. Et le classement par équipe, pas de changement non plus. Pour vous dire qu'une journée qui n'a pas vraiment été passionnante sur les routes de la Vuelta. On espère un peu mieux demain, mais c'est pas si sûr que ça. Demain, particularité de l'étape, on part de Carouf pour traverser l'Andalousie. J'avais envie de le faire. Je l'ai fait, je crois, plusieurs fois. Je vais le faire plusieurs fois dans la vidéo de présentation de l'étape que je n'ai pas encore enregistrée. Voilà, demain, on part de Carouf. Voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve demain 7h pour la présentation de l'étape numéro 6 de cette Vuelta 2024. Allez, ciao, ciao.